Bienvenue dans votre journal Afrique. À la une, ce soir, un retour particulièrement commenté en République démocratique du Congo. Hier, Joseph Kabila était à Goma dans l'est du pays. La réapparition de l'ancien président en terre congolaise suscite nombre d'interrogations, vous verrez. La présidentielle dans 6 mois en Côte d'Ivoire, la participation ou pas du président sortant lors de ce scrutin, l'opposition qui gronde ou encore la situation politique du pays. Nous aborderons l'ensemble de ces sujets avec notre invité, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien. Enfin, c'est une icône de la musique kabyle. Il célébrera ses 42 ans de carrière au Zénith de Paris le 3 mai prochain. Nous recevrons le chanteur algérien Rabah Asma. C'est un retour qui suscite nombre de discussions au sein de l'opinion publique en RDC. Hier, Joseph Kabila était à Goma, la grande cité du Nord Kivu. Mais à l'heure actuelle, nul ne sait où il se trouve. Le retour de l'ancien président accusé par son successeur d'être derrière la rébellion de l'AFC M23 interroge sur place. Voyez ce reportage réalisé par nos équipes. Qui a vu Joseph Kabila à Goma ? Pour le moment, aucune image ni aucune déclaration officielle ne témoigne du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord Kivu. Il faut donc s'appuyer sur des sources concordantes venues de son entourage ou encore de l'AFC M23 qui occupe la ville pour l'affirmer. Il serait arrivé vendredi soir en provenance de Kigali. Ce samedi à Goma, les habitants étaient partagés, certains enthousiastes, d'autres indifférents. Je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, il y avait les M23. Alors je ne pense pas que sa venue aujourd'hui va changer quelque chose. On ignore encore si l'ancien président est toujours au Congo ou s'il est repassé au Rwanda. Mais il aurait enregistré une déclaration politique en vidéo. Un verbatim circule déjà, des sources proches l'assurent authentique. On peut y lire « Le temps des silences est révolu ». À Kinshasa, son parti, désormais dans l'opposition, se félicite. Cette partie du territoire est occupée par ces forces négatives. Mais comment nous pouvons arriver à réconcilier? Comment nous pouvons arriver à travailler pour la réorganisation de la paix sans passer par là où il y a des problèmes? À vrai dire, cette arrivée ne surprend pas. Début avril, il avait lui-même annoncé son retour depuis l'Afrique du Sud où il vivait, sans préciser la date. Il disait vouloir rechercher une solution à la crise. Du côté des autorités de Kinshasa, on connaît déjà l'opinion du président Tshisekedi. Celui-ci a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Nous vous en parlions ce mardi, l'incendie d'une baleinière sur le fleuve Congo près de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le bilan des victimes diverge. Selon Joséphine Pacifique Lokomou, députée nationale qui s'est rendue sur place, au moins 143 personnes sont mortes et des dizaines d'autres portées disparues. Ce que conteste Yves Ballot, le maire de Mbandaka, qui avance le chiffre de 33 décès. Direction la Tunisie à présent, où le verdict est tombé dans l'affaire du complot dit contre la sûreté de l'État. Les 40 accusés, parmi lesquels figurent des opposants politiques, ont été condamnés à des peines de prison allant de 4 à 66 ans. Les détails avec Lou Bureau. C'est un procès sans précédent en Tunisie. Un procès devenu pour beaucoup le symbole d'une dérive autoritaire qui s'installe dans le pays. Depuis le début du mois de mars, 40 accusés comparaissaient devant le tribunal de première instance de Tunis. Parmi eux, des figures centrales de l'opposition, chefs, partis politiques, avocats, militants de la société civile. Tous étaient accusés de complot contre la sûreté de l'État et contre le président Kais Saïd. Leurs condamnations sont tombées ce samedi matin par le biais de la TAP, l'agence de presse officielle. Les peines de prison prononcées contre les accusés dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État varient entre 13 et 66 ans. Des peines particulièrement lourdes qui renforcent les craintes d'un recul profond des libertés en Tunisie. Au motif de complot contre l'État s'ajoute l'accusation pour certains d'adhésion à un groupe terroriste. L'audience s'est tenue à huis clos, sans journalistes et sous haute surveillance policière. Seuls les avocats de la défense étaient présents. Plusieurs d'entre eux ont dénoncé une mascarade judiciaire. Depuis des mois, les proches et sympathisants des accusés manifestent régulièrement leur soutien.
Il est clair que l'accusé dans ce procès est l'opposition qui représente la liberté de penser, d'expression, de se rassembler, de participer de manière pacifique à la vie publique. La plupart des accusés sont des membres du Front du Salut National, une coalition d'opposition au président Kais Saïed. Depuis le coup de force de l'été 2021, par lequel le président tunisien s'est arrogé les pleins pouvoirs, les voix critiques se multiplient. Défenseurs des droits humains et opposants dénoncent une régression rapide des libertés. Une inquiétude partagée jusque dans les instances internationales. En février dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parlait sans détour de persécution des opposants en Tunisie. À 6 mois de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain, la Côte d'Ivoire entre dans une phase politique cruciale. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, est notre invité. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, monsieur Dosso. Tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur les informations communiquées hier par le journal Le Monde, selon lesquelles des ressortissants maliens et burkinabés appartenant au GSIM, une filiale d'Al-Qaïda au Sahel, auraient été interpellés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous confirmez ces arrestations? J'ai découvert ces informations dans la presse, comme vous. Je ne peux les confirmer, mais ce que je peux dire, c'est que nos services de sécurité travaillent. Ces arrestations ne sont pas nouvelles. Depuis au moins 2019, nous interpellons comme ça donc des individus qui tentent des infiltrations dans notre pays. Nos forces de sécurité aujourd'hui sont aguerries et savent anticiper. Les services de renseignement travaillent. Tout autre chose, la présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans 6 mois aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara a-t-il l'intention de se porter candidat pour un 3e, 4e mandat? Alors aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il a l'intention ou pas, son parti le veut. Son parti le lui a suffisamment exprimé et lui-même... Il y a quelques mois dans la presse, vous disiez qu'il était le candidat naturel. Vous le pensez toujours aujourd'hui? Mais le parti le pense toujours. Ce n'est pas que Amadou Coulibaly qui le pense, c'est l'ensemble des militants qui le pensent. Et lui-même, lors de la rencontre qu'il a eue en début d'année avec le corps diplomatique, à l'occasion des échanges de vœux, a dit qu'il était prêt à servir donc son pays. Mais je pense qu'il attend la réunion du parti qui va désigner le candidat. La convention aura justement lieu au mois de juin prochain. Dans l'éventualité où Alassane Ouattara ne se représenterait pas, c'est déjà arrivé par le passé, est-ce que le RHDP a un plan B? Il faut situer les choses dans leur contexte. En 1995, quand le président Ouattara estime, en tant que légaliste, que les conditions des textes qui existaient à cette époque ne lui permettaient pas d'être candidat, en toute responsabilité pour ne pas violer les textes, il avait décidé de ne pas y aller et le président Gbagbo, à l'époque, lui avait été solidaire. Cela n'a pas empêché que le président Bédié aille à l'élection avec ces 2 poids importants donc, de la politique qui n'étaient pas avec lui. Pour le moment, le parti veut que ce soit le président Ouattara. Amadou Coulibaly, estimez-vous ce soir que le climat politique en Côte d'Ivoire est sain? Le climat politique, il est comme tout climat politique à la veille d'élection. Nous sommes quasiment à 6 mois et vous le savez, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire ni au continent. Chaque fois qu'on approche une période électorale, il y a quelques tensions. Tant que ces tensions restent dans le verbe, dans le débat, il n'y a pas de problème. Et nous pensons que nous sommes dans cette tension qui est inhérente à toute période électorale. Alors, je vous ai posé cette question parce qu'en mars dernier, plusieurs partis, dont certains poids lourds de l'opposition, sont réunis au sein de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire pour exiger des réformes électorales en vue d'un scrutin crédible et transparent. Est-ce que vous entendez leurs inquiétudes? Le scrutin sera crédible, il sera transparent, il sera démocratique, il sera conforme à nos textes, à notre Constitution. C'est l'engagement du président de la République. Après, c'est de bonne guerre que des partis de l'opposition se mettent en coalition. Je ne veux pas être méprisant du tout, mais je note que dans cette coalition, il n'y a que 2 partis qui ont des élus, et encore. Eh bien justement, en parlant de ces 2 partis, il s'agit du PDCI-RDA et du PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ces 2 partis ont quitté la CEI récemment, la Commission électorale indépendante, car ils estiment que cette CEI est inféodée au pouvoir. Que leur répondez-vous? Alors nous sommes habitués du fait. Vous vous souviendrez très certainement qu'en 2020, ces mêmes partis se sont retirés de la CEI pour les mêmes raisons. En 2020, ils avaient même créé, dans l'espoir d'un coup de force, un comité national de transition. J'espère qu'ils ne sont pas dans la même logique. Mais ce que je note, c'est que ces mêmes partis sont revenus à la CEI quand il a s'agi des élections locales qui ont suivi en 2021. Donc, ils sont revenus, néanmoins, il y a eu quelques contestations.
ça n'a pas empêché que les élections soient démocratiques et légales.